Ça nous est tous déjà arrivé. On est là, tranquille pépouze, à doom scroll jusqu'à pas d'heure dans son lit, dans la pénombre la plus totale, à naviguer de vidéos d'animaux qui dansent avec de l'IA et autres contenus extrêmement suggestifs pour nous faire basculer vers des plateformes privées. Jusqu'au moment où, bam, le flashbang. Vous perdez la vue, vous regrettez d'avoir ramené votre téléphone dans le lit car vous savez maintenant que c'est foutu pour vous endormir facilement, et ça à cause d'une seule et unique chose, car quelqu'un a osé publier une vidéo en HDR. Et cette technologie est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Problème, 9 fois sur 10, ça cause plus de tracas qu'autre chose. Images trop sombres, couleurs dégueu. Genre par exemple, vous vous demandez pourquoi vous avez l'impression que votre jeu sur votre Nintendo Switch 2 est super jaune? Eh bien, il y a pas mal de chances que ce soit à cause de ça, hein. Mais comment ça se fait qu'une technologie aussi répandue que le HDR soit toujours source de cauchemars? C'est quoi exactement le HDR? Et est-ce que finalement on ne devrait pas juste le désactiver? Avec cette vidéo, vous allez apprendre pas mal de trucs. Genre, vous saviez qu'il y a même des vidéos en HDR sur YouTube? Ouais, clairement, on va déterrer un truc qui fâche ici, hein. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va parler d'une technologie d'écran qui divise le plus de cette dernière décennie, le High Dynamic Range. C'est une technologie qu'on voit partout, comme sur le Red Magic 10 Pro Golden Saga qui sponsorise la vidéo d'ailleurs. Car oui, ce fameux Red Magic 10 Pro, j'ai déjà pu vous en parler assez récemment, mais ici, Red Magic frappe super fort avec une nouvelle version ultra premium en or. En effet, on retrouve les caractéristiques premium du smartphone sur lequel il est basé, avec un Snapdragon 8 Elite ainsi qu'un Red Magic Red Core R3, un écran 6,85 pouces en 1,5K à 144 Hz ainsi qu'une batterie de 7050 mAh avec une recharge rapide allant jusqu'à 100 watts. Mais là, la grande différence, c'est qu'il se veut bien plus luxueux avec son capot arrière en saphir de qualité horlogère de luxe résistant aux rayures et à la corrosion, et des détails plaqués or comme le bouton d'alimentation, le logo ou encore le cadre de ventilateur. Et en dehors du côté classique, il y a un vrai côté utilitaire avec une chambre à vapeur plaquée or pour le refroidissement, améliorant donc le passage d'air. On a clairement ce côté premium, mais ne vous inquiétez pas, on garde quand même tout le côté jeu, hein. Il y a toujours les gâchettes magnétiques au-dessus, ce qui permet de mapper n'importe quel bouton en jeu pour ainsi avoir des actions supplémentaires et gagner en ergonomie. Et aujourd'hui, vu comment le jeu vidéo a évolué sur smartphone, ce qui fait qu'on se retrouve avec de vrais jeux vidéo, avoir ces deux gâchettes magnétiques est un véritable plus. Vous avez donc le côté premium, le côté gaming, mais aussi le côté IA bien sûr, avec l'intégration de Google Gemini ou même de Mora, l'assistant virtuel intégré à ce téléphone qui pourra vous accompagner tous les jours et même vous appeler pour vous réveiller. Retrouvez donc le Red Magic 10 Pro directement avec le lien qui sera en description et voyez si cela peut valoir le coup de votre côté d'aller sur cette version Golden pour vraiment flex auprès de tout le monde. Là, clairement, on vous regardera avec respect, surtout quand vous montrerez vos photos prises en HDR. Mais bon, ce HDR, aussi bien soit-il, ça reste trop souvent un peu pénible à configurer sur beaucoup d'écrans. Et ça, que ce soit par rapport au réglage de votre appareil, mais aussi des applications à elles-mêmes. Mais comment ça se fait que ce soit toujours un tel calvaire à configurer et pourquoi c'est toujours aussi inconsistant? On dirait presque ma coupe à ce stade. Pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire HDR? Comme dit plus tôt, ce sont les initiales de High Dynamic Range ou haute plage dynamique en français. Qu'est-ce que la plage dynamique? Eh bien, pour faire simple, dans le cas d'une image, c'est l'écart entre le détail le plus sombre de l'image et le détail le plus lumineux de cette dernière. Prenez cette image par exemple, ici c'est sombre et ici c'est lumineux. Mais l'écart de luminosité n'est pas si important que ça. Dans la vraie vie, dans notre champ de vision, on peut avoir à la fois le soleil qui est tellement lumineux qu'il peut vous rendre aveugle si vous avez la bonne idée de le regarder directement pendant plus d'un instant, et des éléments bien plus sombres qui sont à l'ombre. C'est difficile de se rendre compte à quel point ces éléments peuvent avoir une intensité lumineuse différente sans les mesurer. Et malheureusement, ce problème, il a toujours existé, et ça bien avant l'invention du HDR sur nos télévisions. Car ouais, dès les débuts de la photographie, on a dû faire des compromis en fait, soit surexposer la partie lumineuse de l'image pour en échange obtenir de bons détails sur la partie sombre, ou alors sous-exposer la partie sombre pour avoir de bons détails sur la partie lumineuse. Tout ça va dépendre des caractéristiques de la pellicule argentique utilisée, et en particulier du nombre de stops. À chaque stop, on double la luminosité, donc dans une pellicule avec une plage dynamique de 4 stops, on va être capable de capturer des détails 2 x 2 x 2 x 2, donc 16 fois moins lumineux. Enfin, moins lumineux que la partie la plus lumineuse de notre image. Tout ce qui est moins lumineux ne sera donc pas capturé ou sous-exposé, ou bien vu dans l'autre sens, le détail le plus lumineux sera donc 16 fois plus lumineux que le détail le moins lumineux. Et donc tout ce qui est plus de 16 fois plus lumineux que ce détail sera donc simplement blanc, donc surexposé. Si on regarde sur ce schéma, on peut visualiser ça un peu plus clairement. La plage dynamique, c'est la largeur du rectangle rouge. Le dégradé derrière, c'est ce que l'on veut prendre en photo. Tout ce qui est à gauche du rectangle rouge est trop sombre pour être capté, et tout ce qui est à droite du rectangle est trop lumineux pour être capté. Et donc tout ce que l'on peut faire, c'est déplacer ce rectangle de droite à gauche pour choisir sur quelle partie de l'image on veut des détails. Sur cette image par exemple, on a choisi d'avoir le rectangle bien à droite pour capturer des détails sur la partie lumineuse de l'image. En contrepartie, on n'a quasiment pas de détails sur les parties sombres comme les ombres, car ces dernières se trouvent trop à gauche, en dehors de la plage dynamique donc. Sur cette image à l'inverse, on a perdu tous les détails des zones claires qui
sont donc maintenant surexposés. Et en contrepartie, on a retrouvé tout un tas de détails sur les ombres et autres zones sombres. Enfin, pour finir sur l'explication, cette image a été créée artificiellement en fusionnant donc 3 images prises avec différentes expositions afin d'augmenter la plage dynamique. C'est un peu comme si on mettait plusieurs rectangles bout à bout pour couvrir une plus grande plage. Seulement voilà, c'est malheureusement pas exactement pareil ici que sur le problème qu'on a sur nos écrans. Car si on peut faire ça avec ces photos, c'est uniquement car la plage était très faible pour commencer, bien inférieure à ce que l'on trouve sur nos PC, et ça même sans HDR. Pour regarder cette schématisation du rectangle, c'est comme si les 3 rectangles superposés de nos 3 images tenaient dans le rectangle qui représente la plage dynamique de notre PC. Ce qui est donc important de comprendre de tout ça, c'est qu'il ne suffit pas d'augmenter la luminosité de l'image pour retrouver les détails sombres en fait sur un ordi. Si je prends l'image de tout à l'heure et que j'augmente la luminosité, on ne gagne aucun détail. Et pour comprendre ça, on va revenir à notre monde technologique et parler spécifiquement de comment ces images sont encodées. Vous le savez sûrement, mais en informatique, les couleurs sont généralement encodées avec 3 composantes, du rouge, du vert et du bleu pour RVB. Et ça, c'est pas un hasard. C'est tout simplement parce que ce sont les 3 couleurs principales captées par les cônes présents dans notre rétine. Et comme pour n'importe quoi en informatique, ces couleurs vont devoir être représentées numériquement. On va donc avoir un nombre pour le rouge, un nombre pour le vert et un nombre pour le bleu. Maintenant, regardez ce qui se passe si j'ouvre un sélecteur de couleurs sur Paint. Eh bien, je peux me déplacer où je veux sur la plage de couleurs, la valeur ne dépassera jamais 255. Ça veut donc dire qu'on a un total de 256 nuances possibles, car oui, le 0 compte aussi. Et ça, c'est indirectement lié à la plage dynamique, car admettons qu'on a un écran capable d'afficher des détails ultra sombres et en même temps d'autres détails ultra lumineux, qu'est-ce qui va se passer si j'essaie d'avoir un dégradé? Eh bien, je vais me retrouver avec ça. Ben oui, car augmenter la luminosité max revient en fait à étirer cette plage de 256 valeurs possibles. Si on veut, c'est un peu comme si on prenait une image et qu'on l'étirait et que ça devient tout pixelisé. Et la solution, vous vous en doutez, c'est simplement d'augmenter le nombre de valeurs possibles pour chaque couleur du coup. C'est ce qu'on appelle la profondeur de couleur, et cette profondeur de couleur est généralement de 8 bits, soit 256 valeurs possibles, là où le HDR nécessite 10 voire 12 bits en fait. On se dit que la différence n'est pas énorme, mais pourtant passer de 8 bits à 10 bits revient à multiplier par 4 le nombre de couleurs possibles, et donc ça revient à découper en 4 chacune des bandes visibles sur cette image. Et c'est donc pareil pour le passage de 10 bits à 12 bits. Ensuite, il faut aussi qu'on parle de la luminosité. Mais oui, car finalement, c'est en général à ça qu'on pense en premier quand on parle de HDR. Comme on vient de voir, le but du HDR est d'avoir de bons détails à la fois sur les parties sombres et sur les parties lumineuses de l'image. Sauf que si votre écran est incapable d'afficher les parties lumineuses car il est trop sombre, bah ça sert à rien. Et inversement, si toutes les parties sombres de l'image sont affichées en gris au lieu de noir, bah ça perd un peu son intérêt. C'est pourquoi la spécification HDR impose pour un écran LCD une luminosité max d'au moins 1000 candela par mètre carré et un niveau de noir inférieur ou égal à 0,05 candela par mètre carré, soit un contraste d'au moins 20 000 pour 1. Alors oui, j'entends, c'est pas forcément évident de se rendre compte de ce que ça représente. Que vous puissiez vous représenter ça, il faut juste savoir que le candela est en gros égal à l'intensité lumineuse émise par une bougie en blanc de baleine purifiée, brûlant à une vitesse de 120 grains par heure, et c'est même pas une blague. Maintenant qu'on se rend compte de ce que ça représente, il nous reste quelques trucs à voir avant de parler des problèmes. La première chose à savoir, c'est que de la même manière qu'il est impossible de vous montrer ce que ça fait de jouer à 120 fps comparé à du 60 sans que vous n'ayez déjà un écran 120 Hz ou plus, il est impossible de vraiment se rendre compte de la différence entre du HDR et du SDR pour Standard Dynamic Range, le truc qu'on a partout, sans avoir accès à un écran HDR. Ensuite, il faut aussi savoir qu'en plus de la luminosité et de la profondeur de couleur, le HDR concerne aussi l'espace de couleur. Mais bon, on va pas s'attarder sur ce détail sur cette vidéo, hein. Déjà que c'est assez compact, hein, j'ai pas envie de tous vous perdre non plus. Et enfin, il faut qu'on parle du tone mapping. Le rôle du tone mapping est simple, permettre l'affichage d'une image à grande plage dynamique sur un écran à moins grande plage dynamique. Pourquoi c'est important? Simplement car chaque écran est différent et surtout tous les écrans HDR n'ont pas la même plage dynamique. Le contenu est donc masterisé dans des conditions optimales et il nous faut un moyen d'adapter ce contenu à notre écran HDR qui a une moins bonne plage dynamique que l'écran de James Cameron. Cette opération se base sur des métadonnées liées au contenu que vous regardez, mais on en reparlera un peu plus tard. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a plein de HDR différents qui existent. Pour la partie qui nous intéresse, on a en gros 3 standards, le HDR10, le HDR10+, et le Dolby Vision. Le HDR10, c'est en quelque sorte la version basique du HDR. Si un écran est dit compatible HDR, alors il prend sûrement en charge le minimum, hein, qui est donc le HDR10. Ici, c'est un standard ouvert, n'importe qui peut l'utiliser, il n'y a aucune licence à payer, bref, c'est la fête. C'est d'ailleurs là que les ennuis commencent en fait, hein, et oui, car du coup on trouve tout et n'importe quoi. Cette techno est basée sur des métadonnées statiques qui sont définies une seule fois pour l'entièreté du contenu. L'inconvénient, c'est qu'un film, ça peut contenir tout un tas de scènes très diverses qui bénéficieraient parfois beaucoup d'un tone mapping différent. Mais pas de panique, et bien le HDR10+ est là pour ça. Ce standard, développé par Samsung, est lui aussi
aussi utilisable sans payer la moindre licence, et on le voit un peu partout aujourd'hui. Contrairement au HDR10, le HDR10+ utilise des métadonnées dynamiques qui peuvent changer d'une scène à l'autre, voire même d'une image à l'autre. Ça permet donc d'adapter le tone mapping précisément en temps réel. Et pour finir, on a le Dolby Vision. Lui, il est bien plus fermé, et l'utilisation de ce standard nécessite de payer une licence. L'avantage, c'est que les équipes de Dolby vont travailler avec le constructeur de la télévision du coup, le producteur du film ou même l'éditeur du jeu vidéo afin d'intégrer au mieux la techno, et donc de certifier tout ça pour que ce soit vraiment qualitatif. Et donc ce qui va permettre aux consommateurs de se fier à ce seal of quality comme pour les jeux Nintendo, enfin à l'époque. Si vous avez une télé compatible Dolby Vision et que vous lancez un contenu Dolby Vision dessus, vous pouvez être sûr que le rendu sera bon. Le seul problème que vous pouvez avoir, c'est que l'image soit un peu trop sombre pour être bien visible sur une télé en plein jour. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des télévisions proposent un mode Dolby Vision Bright qui permet de compenser. A noter que le HDR rend particulièrement mal sur des écrans de mauvaise qualité, là où le Dolby Vision rend généralement mieux. Et tout simplement car comme dit plus tôt, pour proposer du Dolby Vision, il faut que l'appareil soit certifié, alors que du contenu HDR10 ou même HDR10+ sur ce même appareil rendra potentiellement beaucoup moins bien, car l'implémentation n'aura pas été autant optimisée car pas de contrôle derrière. Un dernier détail qui peut paraître évident mais ça ne coûte rien de le préciser, tout ça nécessite du contenu adapté. Il ne suffit pas d'avoir une télé HDR pour tout voir en HDR. Et vous doutez bien, il va falloir souvent passer à la caisse car c'est plus cher. Sur Netflix et Disney+, par exemple, eh bien le HDR n'est inclus que sur les abonnements les plus chers évidemment. Et ouais, déjà que vous n'avez accès qu'à la 4K avec le plus gros abonnement, bah le HDR c'est tout pareil. Ouais, il n'en loupe clairement pas une et je comprends que beaucoup de gens ont repris les mers depuis. Mais bon ouais, du coup vous avez compris comment fonctionne le HDR et donc vous vous êtes dit, bah en fait c'est génial comme techno, mais pourquoi je râle dans le titre de cette vidéo? Car oui, le titre de cette vidéo est là plus pour dire que le HDR c'est nul et que finalement tout le monde le déteste. Et comment ça se fait? Car malheureusement dans le vrai monde, tout n'est pas aussi rose que dans les pubs des fabricants de télé ou des fabricants de consoles. Oui, c'est Nintendo que je regarde ici, parce que si vous avez une Switch 2, vous êtes déjà énervé contre son HDR, c'est certain. En réalité, on peut trouver des problèmes avec le HDR à peu près partout où le HDR est pris en charge, même sur la plateforme sur laquelle vous êtes en ce moment. Et oui, vous le saviez que YouTube pouvait prendre en charge le HDR? Et c'est pas nouveau, ça fait pas loin de 10 ans que c'est le cas, et je suis sûr que vous le saviez même pas. Le problème, c'est que c'est juste un enfer à utiliser. Si vous mettez en ligne du contenu HDR et que des utilisateurs de la plateforme regardent ce contenu sur un écran HDR, alors en vrai, ça fonctionne plutôt bien. Mais là où ça se corse, c'est quand on commence à regarder ce contenu HDR sur un écran qui n'est pas HDR. Le tone mapping dont on parlait tout à l'heure rend possible la conversion de la vidéo pour un affichage avec une plage dynamique plus faible. Mais le problème, bah là, c'est que c'est YouTube qui le gère et pas la personne qui a mis en ligne cette vidéo. Et il le gère de manière générique et non spécifique à chaque fichier. Et force est de constater que le rendu, bah il est juste dégueu à chaque fois. À tel point que les chaînes spécialisées dans la mise en ligne de contenu HDR se retrouvent obligées de caler un disclaimer pour dire que si c'est moche, bah c'est sûrement parce que vous regardez la vidéo sur un écran qui n'est pas HDR, ce qui est vraiment un non-sens. Et donc ouais, à moins d'être une chaîne YouTube qui ne met qu'en avant du contenu en HDR et que c'est vraiment ça finalement la niche de cette chaîne, c'est clairement une très mauvaise idée de mettre son contenu dans cette qualité. Car sinon ça va juste faire perdre en qualité énormément de gens qui regardent sur un écran qui n'est pas HDR. Ce qui fait qu'au final en mettant plus de qualité dans sa vidéo, eh bien les gens la verront avec une qualité bien plus dégueu, en tout cas pour beaucoup. Mais à l'opposé, on trouve des plateformes comme TikTok et Instagram qui prennent en charge le HDR, mais où même les utilisateurs qui ont un appareil HDR, genre par exemple un téléphone, un iPhone, les derniers sont HDR ou même les gros téléphones Android, eh bien ne sont pas contents non plus. Et pour cause, comme dit précédemment, pour profiter de la grande plage dynamique du contenu HDR, eh bien il faut un écran lumineux. Et du coup, pour avoir un écran lumineux là-dessus, eh bien on va caler la luminosité au max pour lire le contenu. Et donc ouais, génial, vous êtes tranquille dans votre lit, paf, vous êtes là à scroller sur du contenu classique et là quelqu'un a publié en HDR, donc votre téléphone va passer automatiquement en luminosité max et derrière vous prenez un flashbang des enfers. C'est exactement à cause de ça que ça arrive. Vous comprenez enfin pourquoi vous avez perdu 3 à chaque œil à force de scroller là-dessus. Et c'est pas une fatalité, d'accord, si on baisse la luminosité de l'écran, on ne pourra pas afficher des éléments aussi lumineux. Et donc à cause de ça, vous êtes là à tout le temps changer la luminosité de votre appareil et donc à la mettre plus basse, puis ensuite vous avez un contenu en HDR, donc vous voyez plus rien, donc vous augmentez la luminosité, ensuite un HDR et hop, ça redevient un flashbang. Bref, ça devient un enfer. Et donc ouais, malheureusement, comme sur YouTube, on se retrouve avec une fonctionnalité qui certes est prise en charge, mais qui est tellement mal implantée que finalement, bon, on serait clairement mieux sans. Alors on pourrait se demander, bah si c'est si nul, pourquoi il y a des gens qui uploadent leurs vidéos en HDR sur des réseaux comme Insta par exemple? Eh bien c'est tout simple et même tout bête, Vous avez peut-être remarqué que parfois quand vous prenez une photo avec votre smartphone, une petite icône HDR apparaît. Ça signifie que votre appareil a déterminé automatiquement que cette photo nécessitait une plage dynamique élevée pour capturer tous les détails. Et donc elle sera automatiquement prise en HDR. Et ça potentiellement sans même
que vous ne vous en rendiez compte. Vous uploadez ça ensuite sur les réseaux et bam, flashbang pour ceux qui vous suivent. Et pareil côté vidéo, je suis sûr que vous ne savez même pas que vous prenez automatiquement des vidéos en HDR avec votre appareil et que vous ne l'avez jamais désactivé. Car côté iPhone par exemple, eh bien c'est activé par défaut ce fichu HDR automatique. Et donc là où côté YouTube, grosse production oblige, on est un peu plus au courant de ce qui se passe sur notre caméra. Et donc en général, le HDR est désactivé des appareils pour éviter ça. Et les rendus sur des logiciels professionnels sont aussi faits sans HDR, là où le côté instantané des réseaux sociaux rend cette possibilité d'uploader cette technologie sans même le savoir. Honnêtement, je vous conseillerais de désactiver ça. D'ailleurs, tant que vous êtes sur les réglages de votre smartphone, eh bien je vais vous donner une petite astuce. Vous pouvez désactiver la lecture du contenu HDR sur les réglages Instagram aussi. Franchement, je trouve ça fou qu'on en soit arrivé là. Et le pire, c'est qu'on n'y est pour rien et on ne fait que subir ça et que ça va clairement pas en s'arrangeant. On peut le voir d'ailleurs avec une occurrence bien récente liée au HDR, avec cette fameuse Nintendo Switch 2 dont j'ai parlé un peu plus tôt. Parmi les problèmes que l'on peut relever, on peut déjà parler de la piètre qualité de la dalle LCD installée dans la console. J'avais pu vous en parler dans ma vidéo de présentation à sa sortie, mais ouais, clairement l'écran n'est pas à la hauteur. Et ça se ressent encore plus quand on vient de la Switch 1 OLED qui avait un écran OLED de son côté. Et le problème de la Switch 2, c'est qu'elle a un écran avec une luminosité max trop faible pour afficher du contenu HDR de manière convaincante. Résultat, le contraste est mauvais et les noirs sont plutôt grisâtres. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. En effet, même si on branche la console à une super télé, l'image reste quand même pas top. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Tout d'abord, Nintendo a eu la bonne idée de forcer l'utilisation du HDR, et ça même sur des jeux qui ne le prennent pas en charge. Résultat, certains jeux SDR peuvent apparaître délavés. Mais heureusement, il est possible de régler ce problème en allant dans les paramètres de la console et en mettant sortie HDR sur application compatible uniquement. Même si de base, ça devrait déjà être le cas, mais au moins maintenant vous savez, et clairement par pitié, allez le faire tout de suite sur votre console. Et comme ça, vous pourrez faire l'autre réglage ultra important à faire, c'est celui du HDR en lui-même. Concrètement, ce réglage permet à la console de réaliser le tone mapping elle-même. En effet, là où un film en HDR va inclure les métadonnées nécessaires à la réalisation du tone mapping, quand on joue à un jeu, ces métadonnées n'existent pas vraiment. Au lieu de ça, on va pouvoir faire ce réglage qu'on l'on voit souvent au premier lancement du jeu, qui va permettre au jeu de savoir comment réagit votre écran à différentes luminosités. Super, me direz-vous. Oui, sauf qu'en principe, le tone mapping, c'est votre télé qui doit le gérer, pas la console. Et si elle n'a pas les métadonnées nécessaires à faire un bon tone mapping, selon comment elle est réglée, elle va peut-être juste utiliser des valeurs par défaut et prier pour que ça rentre pas trop mal. Alors déjà, clairement, c'est pas du tout optimal, mais surtout, qu'est-ce qui se passe si le jeu a déjà fait lui-même son propre tone mapping? Ça fait n'importe quoi. Les télés récentes ont quasi toute une fonction qui s'appelle HGIG pour HDR Gaming Interest Group. Concrètement, lorsqu'elle est activée, le téléviseur désactive son propre tone mapping HDR pour laisser la console ou le PC gérer entièrement le tone mapping. On évite donc une double conversion HDR et la dégradation de l'image qu'elle implique, car oui, faire du HDR sur du HDR, ça fait pas un bon résultat. Donc si vous avez l'habitude de jouer sur votre télé en HDR, que ce soit avec une Switch ou pas d'ailleurs, assurez-vous que cette fonction est activée. Et si votre télé ne la prend pas en charge, alors le plus efficace serait de juste désactiver complètement le tone mapping dans les réglages de votre télévision. L'inconvénient, c'est que si ensuite vous voulez regarder un film HDR, ça sera dégueu et vous serez obligé de retourner activer tout ça dans les paramètres. Ouais, je sais, ça craint, mais au moins vous avez quand même une solution pour régler un peu le problème des couleurs. Bref, vous l'aurez compris avec cette vidéo, le HDR en théorie c'est super cool, mais dans la pratique c'est un enfer complet. Ce qui fait que cela crée de sacrées crises d'urticaire, au point que beaucoup de gens le désactivent juste pour éviter tout problème, et donc passent à côté d'une image qui peut vraiment être folle grâce à ça. Mais alors est-ce qu'on est donc condamné à avoir une mauvaise expérience utilisateur et donc de le désactiver ad vitam aeternam? Eh bien j'espère que non, et pour moi la seule solution, ce serait de la standardisation. Si le Dolby Vision est autant une valeur sûre, c'est malheureusement parce que ce n'est pas un standard ouvert, et que pour proposer du contenu Dolby Vision, vous êtes obligé de respecter un cahier des charges bien précis. Vous êtes aussi obligé de raquer un côté éditeur, mais au moins vous savez que ça va être beau. Donc malheureusement côté HDR, le côté prison dorée aide un petit peu. Maintenant, il faudrait juste que les gens se mettent d'accord sur un truc plus ouvert et sur lequel il y aurait plus de contrôle. Honnêtement, ça n'arrivera jamais, mais clairement ce serait ça qui permettrait d'aller dans la bonne direction. Car ouais, on est quand même vraiment extrêmement loin de pouvoir vraiment standardiser et normaliser la norme HDR pour ainsi éviter que chacun fasse sa propre tambouille, ce qui crée une bouillie à la fin. Je vois un peu ce secteur comme celui du RGB d'ailleurs, aussi un acronyme à 3 lettres, tout ce qui se passe autour de la lumière dans le gaming ou même dans les films en fait. Pendant très longtemps, si vous vouliez avoir des lumières qui réagissaient à ce qui se passait dans votre image, ou alors avoir des informations de votre jeu qui font réagir vos lumières, comme par exemple les faire clignoter en rouge quand votre vie est basse, pas le choix, fallait absolument passer par un logiciel propriétaire, donc avoir que des appareils de la marque en question, Corsair, Asus, Logitech ou que sais-je, et prier les dieux que le jeu que vous vouliez synchroniser à vos lumières, ait aussi un partenariat avec le logiciel en question et qu'il propose exactement ce que vous vouliez, et paf, c'était possible. Et bonjour l'angoisse, et donc ça marchait
sur un jeu sur 100. Et depuis quelques années, on a des systèmes beaucoup plus ouverts, notamment OpenRGB ou Signal RGB, ce qui permet d'avoir des lumières de plusieurs constructeurs différentes qui fonctionnent entre elles. Mais surtout de plug des jeux qui n'ont pas un partenariat particulier avec les constructeurs des lumières et donc d'aller encore plus loin sur la customisation. On est encore au balbutiement sur ce secteur, mais très franchement, on revient d'extrêmement loin si vous vous rappelez de mes vidéos d'il y a quelques années là-dessus. Et franchement, il y a des trucs vraiment très cool qui rendent vos expériences de jeu encore plus folles. Dites-moi d'ailleurs si ça vous botterait qu'on se fasse un setup RGB de zinzin, un de ces quatre avec toutes les technologies qui existent aujourd'hui, et voir s'il y a vraiment une plus-value à ça d'ailleurs. Alors abonnez-vous pour ne pas rater ça, et peut-être qu'on en fera une vidéo, qui sait. Surtout que bon, vous le savez, moi le RGB j'adore ça, hein. Suffit de voir mon setup TV que je vous avais montré sur ma vidéo setup Moonlight Apollo. Mais bon, on gardera ça pour une autre fois, car je vous ai déjà mis pas mal de trucs en tête aujourd'hui quand même, hein. Mais vous alors, est-ce que vous avez déjà réussi à profiter de contenu HDR de manière vraiment agréable? Ou alors est-ce que finalement vous n'avez pas juste abandonné en vous disant que le SDR c'est pas si mal? Même si bon, vous allez vous dire que vous avez acheté un écran HDR pour rien, mais vous auriez pu faire pire, acheter un écran 8K pour rien, car là ça sert vraiment à rien. Et j'en ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi vous ne devriez jamais faire ça de votre vie. Je vous laisse la voir en cliquant juste à côté de moi, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!